se retrouve pour la deuxième partie et on va voir, donc je vous ai fait les fondamentaux sur le pen testing, sur les tests d'intrusion. On va voir aujourd'hui les principes de sécurité en fait. Il faut que vous connaissiez les bases des principes de sécurité de l'information qui sécurisent les données et protègent les systèmes contre les abus. Donc là on va parler plus, c'est plus de l'infosec, donc de la sécurité des informations que de la cybersec. Mais c'est vraiment comprendre déjà les bases de la triade CIA. Alors CIA, ça n'a rien à voir avec la CIA, l'agence de renseignement américaine. Ça veut dire confidentialité, intégrité et disponibilité. C'est vraiment les trois axes majeurs quand on veut protéger et sécuriser son information au sein d'une entreprise, ok? Ou d'une entité. Donc c'est confidentiality, integrity, availability. Availability. Je vais y arriver. Donc la triade, c'est quoi cette triade CIA? C'est un modèle de sécurité de l'information qui a été utilisé en considération tout au long de la création d'une politique de sécurité. C'est un modèle qu'on applique en fait et qui date de 1998. Mais encore une fois, c'est issu du secteur militaire en fait. C'est pas parce que ça s'appelle la CIA, c'est juste que dans l'armée, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Donc, concrètement, c'est quoi? Eh ben, vous savez que la sécurité de l'information, donc ce qu'on appelle l'infosec, ça ne commence pas ou ça ne se termine pas avec la cybersécurité, mais ça s'applique à des scénarios euh, partout, en fait, au quotidien, que ça soit quand vous faites de l'archivage, vous stockez des enregistrements, etc., etc. Donc, à partir du moment où vous avez des données de valeur, il va falloir sauvegarder ces données et s'assurer qu'elles ne puissent pas fuiter. Ok? Donc la confidentialité, il faut que les données restent confidentielles. L'intégrité, il faut que les données ne soient pas manipulées. Ok? Qu'elles soient pas tempérées, comme on dit. C'est-à-dire que on va venir injecter de fausses données ou de fausses métadonnées et corrompre l'intégrité de vos données. Et enfin, la disponibilité. Je vous parle tout le temps de haute disponibilité sur les serveurs. Eh ben, c'est pareil. Pour qu'une entreprise fonctionne, en fait, aujourd'hui, vous savez, je vous le répète tout le temps, quel est le nouvel or noir? C'est le data, le big data, la donnée. La donnée vaut plus cher que de l'or, que du pétrole, que du gaz. Ok? La donnée, aujourd'hui, c'est tout. Dans une société toute numérique, toute technologique, la donnée est tout. Et c'est pareil, une entreprise, pour qu'elle soit concurrentielle et efficace au sein de son fonctionnement, il faut qu'elle ait constamment les données qui soient accessibles et qui puissent être transmises pour que son fonctionnement soit parfait. Donc c'est vraiment une technique de management. On va pas manager de l'individu, de l'être humain, on va manager nos données, ok? Et s'assurer de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité. Donc c'est devenu un standard dans l'industrie aujourd'hui, vous le retrouvez dans toutes les grosses boîtes, et ça permet de déterminer la valeur des données à laquelle elles s'appliquent. Et c'est vraiment, on a tendance à sous-estimer ça, mais c'est extrêmement important. Donc la triade de la CIA est différente d'un modèle traditionnel où vous avez des sections individuelles. C'est un cycle continu. Exactement, je peux vous faire l'analogie avec le cycle du renseignement. Quand on fait du renseignement, notamment du renseignement roseau, renseignement d'origine source ouverte, c'est un cycle continu, c'est une boucle rétroactive. Ok? On va continuer d'enrichir et c'est pareil, je vous ai la métaphore avec vos techniques de hacking, ok? Vos techniques de renseignement. C'est pareil, vous allez apprendre de nouvelles choses, ajouter de nouvelles cordes à votre arc, et ça va venir enrichir votre savoir, vos connaissances. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Eh ben, vos tactiques, vos procédures et vos techniques que vous allez mettre en place sur le terrain, en tout cas dans le cyberespace. Ok? Donc les trois éléments de la triade de la CIA peuvent sans doute se chevaucher en fait. Ils sont interdépendants, j'ai même envie de dire. Même si un seul élément n'est pas satisfait, le problème c'est que les deux autres sont rendus caduques, inutiles. Hein. Donc il faut une politique de sécurité, c'est vraiment très important, et il faut satisfaire ces trois sections. Et c'est comme ça qu'on a une politique de sécurité efficace qui va empêcher d'avoir des données qui sont corrompues, qui vont fuiter, et ça va permettre de garantir l'intégrité de vos données, l'image de marque de votre société.
Donc, on va développer un peu, hein, mais déjà, les noms parlent d'eux-mêmes. La confidentialité, concrètement, c'est quoi? Bah, c'est la protection des données contre tout accès non autorisé et toute utilisation abusive. Les organisations auront toujours une certaine forme de données sensibles stockées sur leur système. Je peux vous parler notamment des données fiduciaires. On n'a pas envie que nos bilans se retrouvent dans la nature. Ok. C'est pareil, si vous êtes Big Pharma et vous voulez vous faire des milliards sur la misère du monde grâce au Covid, eh ben, vous avez peut-être pas envie que ça fuite, hein, et qu'on sache que bah, vous vendez tel ou tel produit plus cher que votre concurrent, ou à quelle marge, combien de marge vous faites sur vos vaccins, ok? Combien ça vous a coûté en recherche-développement. Tout ça, c'est des données qui sont confidentielles, et si jamais ça viendrait à fuiter, bah, ça pourrait ternir votre image de marque, et vos concurrents pourraient s'en servir pour avoir un avantage concurrentiel vis-à-vis de votre entité. Ok? Donc, assurer la confidentialité, c'est protéger les données contre des parties adverses, en fait, hein, auxquelles elles ne sont pas destinées. Il existe de nombreux exemples concrets à cet égard. Par exemple, les dossiers des employés et les documents comptables, comme je vous le disais, seront considérés comme sensibles. La confidentialité sera assurée en ce sens que seuls les administrateurs des ressources humaines auront notamment accès aux dossiers des employés, où une vérification et des contrôles d'accès stricts sont en place. Ok, les fameux ACL, hein, c'est encore une fois, vous allez voir qu'on retrouve des techniques que je vous parlais dans le renseignement du besoin de savoir, mais c'est exactement ça. Ok, vous allez voir que le besoin de savoir s'applique euh, au niveau de la hiérarchie. C'est-à-dire que le PDG de la boîte a accès à l'ensemble des informations, il peut accéder à l'ensemble des informations de ses salariés, il peut même accéder à l'ensemble de ce que font les salariés, ok? Puisque bah il y a tout système, hein. Votre ordinateur, quand vous êtes salarié, n'oubliez pas qu'on peut vous espionner et qu'on peut savoir exactement ce que vous faites, si vous travaillez ou pas, et ce que vous faites avec l'ordinateur de l'entreprise, hein. Ne soyez pas dupes, encore une fois. Contre, John qui travaille au secrétariat, lui, il pourra pas savoir ce que fait le PDG avec son ordinateur. Il pourra pas savoir quel site il va voir. Il pourra pas savoir la paye que touche le PDG. Hein. Par contre, l'inverse est vrai. Donc si vous êtes en haut de la pyramide, vous avez accès au tout en bas de la pyramide. Si vous êtes tout en bas de la pyramide, vous n'aurez pas accès aux échelons supérieurs, au terme de hiérarchie. Ok? Donc c'est pareil, les gouvernements également, les agences fédérales américaines utilisent ce système de classification de sensibilité. Ok, on en a trois principaux, on en a deux autres qui sont utilisés dans l'armée, mais que la plupart des gens connaissent, c'est du top secret tout en haut, du classifié, du non classifié. Je vous avais parlé des codes couleurs, hein, eh ben ça serait du rouge, du vert et du blanc. Blanc non classifié, vert classifié, à limitation restreinte, et top secret, ça serait du rouge. Ok. Donc l'intégrité, maintenant parlons de l'intégrité. Donc la triade CIA ou ICA, ça dépend si on parle en français ou pas. C'est la condition. L'intégrité, c'est quoi en fait? C'est que l'information soit maintenue exacte et cohérente, à moins que des changements autorisés soient apportés. Il est possible que les informations changent en raison d'un accès ou d'une utilisation négligente. Ok. On peut avoir un accès même extérieur et avoir un acteur malicieux qui va venir corrompre nos données. On peut avoir également des erreurs, malheureusement, dans les systèmes d'information. Une base de données qui merde, ou bah, un système d'exploitation qui tourne pas rond et qui commence à corrompre lentement mais sûrement les données. Ok. Ou l'utilisation non autorisée, un accès non autorisé naturellement. Donc l'intégrité, elle est maintenue lorsque l'information reste inchangée pendant le stockage, la transmission et l'utilisation, sans impliquer de modification de l'information. Des mesures doivent être prises pour s'assurer que les données ne peuvent pas être modifiées par des personnes non autorisées, par exemple en cas de violation de la confidentialité. Donc concrètement, on va mettre en place des redondances, hein, un principe de résilience au niveau de l'infrastructure. On va mettre en place une politique de sauvegarde au sein de l'entreprise. Hein, on va typiquement faire le week-end des foules, hein, on va faire des sauvegardes complètes et chaque soir, hein, quand les gens ne travaillent pas, généralement c'est la nuit, on va mettre en place des sauvegardes incrémentielles ou incrémentales.
et ça va nous permettre d'avoir constamment et de vérifier les métadonnées et de s'assurer, via un horodatage, via une politique de contrôle des accès stricts, les ACL, s'assurer que l'information reste inchangée. Ok? Donc on a de nombreux moyens de défense, comme je vous disais, visant à assurer l'intégrité, qui peuvent être mis en place. Le contrôle d'accès, l'authentification rigoureuse, ça c'est vraiment essentiel, peuvent aider à empêcher des utilisateurs autorisés d'apporter des modifications non autorisées. Et puis, c'est pas parce que vous avez une personne qui est autorisée qu'elle doit forcément pouvoir modifier les accès non autorisés. J'entends une personne des ressources humaines, bien sûr, doit avoir accès à l'ensemble des salariés, hein, puisque c'est son travail, elle travaille aux ressources humaines. De là à avoir la possibilité de modifier les fiches de paye en termes de compta et pouvoir augmenter ses petits camarades, en théorie, ça devrait pas être possible. Ok? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Vous voyez où je veux en venir? Donc, les vérifications de hachage, très utilisées, les signatures numériques peuvent aider à garantir que les transactions sont à la fois authentiques et que les fichiers n'ont pas été modifiés ou corrompus. Troisième, la disponibilité. Ok? La disponibilité, il faut que les données soient utiles, elles doivent être disponibles et accessibles par l'utilisateur ou par les utilisateurs ou tout au sein d'une entreprise, hein. La principale préoccupation justement de cette triade, c'est que les informations doivent être également disponibles lorsque les utilisateurs autorisés doivent y accéder. La disponibilité, très souvent on parle du 99-99. En fait, c'est une règle d'or, c'est-à-dire que, eh ben, pour la plupart des sites web, hein, tout va dépendre des accords de service. Donc en infogérance et tout ça, on appelle ça les SLA, hein. Et en fonction de vos SLA, bah, vous avez des accords d'engagement. Donc c'est pareil, il y a des infrastructures qui sont critiques, d'autres qui le sont moins, et on n'a pas les mêmes plans de relance, hein. En cas de problème, on va naturellement mettre un maximum de pognon et de d'équipes sur les infrastructures dites critiques, et naturellement, bah, il y aura un peu moins de redondance sur les systèmes annexes, secondaires ou tertiaires. Ok? Donc, lorsqu'un système n'est pas disponible, ça entraîne souvent des dommages à la réputation. Je vous parle tout le temps de l'image de marque, mais oui, et des pertes sèches, pertes de finances. La disponibilité est obtenue grâce à une combinaison de nombreux éléments. Avoir du matériel fiable et bien testé pour le serveur de technologie de l'information, c'est-à-dire des serveurs réputés, hein, et on va mettre en place des redondances, un service redondant en cas de défaillance du primaire, et du load balancing, exactement, aussi, et mettre en œuvre des protocoles de sécurité, hein, pour protéger la technologie et les services contre les attaques informatiques. Ok? Donc, quel est l'élément? C'est l'intégrité, hein. Integrity. Quel est l'élément qui garantit que les données sont disponibles? Eh ben, c'est availability. Et quel est qui garantit que les données sont euh, pas ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Donc confidentiality, la confidentialité. Donc maintenant, on va voir le principe des privilèges. Il est essentiel d'administrer et de définir correctement les différents niveaux d'accès à un système de technologie de l'information dont les individus ont besoin. Les niveaux d'accès accordés aux individus sont déterminés par deux facteurs principaux: le rôle et la fonction de l'individu au sein de l'organisation et la sensibilité des informations stockées sur le système. Deux concepts clés, hein, sont utilisés pour attribuer et gérer les droits des individus. Deux concepts clés, c'est quoi? C'est la gestion des identités privilégiées, qu'on appelle PIM, et la gestion des accès privilégiés, donc PAM. Ok, PIM et PAM sont dans un bateau. Donc au départ, ces deux concepts semblent se chevaucher. Cependant, ils sont différents les uns des autres. Le PIM est utilisé pour traduire le rôle d'un utilisateur au sein d'une organisation, en un rôle d'accès sur le système. Le PAM est la gestion des privilèges dont dispose entre autres
le rôle d'accès d'un système. Ce qui est essentiel lorsqu'on discute des privilèges et des contrôles d'accès, c'est le principe du moindre privilège, least privilege, ok? Et le besoin impérieux d'en savoir ou de ne pas en savoir. Est-ce que j'ai besoin de l'information pour pouvoir faire mon travail? Si je n'ai pas besoin de l'information, je n'ai pas accès à l'information, ok? Et plus vous remontez au niveau de la hiérarchie, plus les droits sont importants. Donc, qu'est-ce que font les hackers? Ils se focalisent sur les individus qui ont des fonctions importantes dans l'entreprise, parce qu'on sait qu'en fonction du PIM et du PAM, c'est eux qui auront le plus d'accès, ok? Et de droits d'accès. Donc, ça, c'est important. Et les utilisateurs donc reçoivent le nombre minimum de privilèges et seulement qui sont absolument nécessaires pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions. Ok? Que ça soit au niveau de l'information ou que ça soit au niveau de leur droit d'accès informatique. D'autres personnes devraient pouvoir faire confiance à ce quoi les gens écrivent. Ça, je comprends pas ce qu'ils veulent dire. Bon, excusez-moi, hein. Donc le PAM intègre plus que l'attribution d'accès, il englobe également l'application de politiques de sécurité telles que la gestion des mots de passe. J'ajouterai le séquestre des mots de passe, puisqu'il faut les changer hein, très régulièrement, l'audit des politiques de sécurité et naturellement la réduction de la surface d'attaque à laquelle un système est confronté. Hein. Je vous donne un exemple. Réduction de la surface d'attaque. Tous nos postes clients, vous savez ce qu'on faisait? On voulait pas de support amovible. Quel est le meilleur moyen pour pas se faire poutrer par une clé USB qui a ramené un salarié et qui va venir pirater tout le réseau, le sous-réseau? Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on débranchait en fait les câbles USB de la mobile, hein, de la carte mère. Comme ça, bah, elles étaient pas connectées. Et en plus, on mettait de la glu dans les ports USB des postes des salariés. Voilà. Simple, mais efficace. Plus personne ne pouvait utiliser un support amovible. Ok? Parce que, bah oui, on peut faire des attaques HID hein, qui vont se faire passer pour des claviers, des souris. Et en fait, bah, ça va faire comme, euh, comme des clés malicieuses en fait. Hein. Ça va faire des attaques qui sont extrêmement violentes puisqu'elles peuvent, via le driver qui permet de contrôler les souris et les claviers en USB, pouvoir attaquer l'ensemble du système d'exploitation. Et très souvent, les antivirus ne peuvent rien faire. Ok? Donc, bah voilà. Si vous voulez de la sécurité, bah, ça veut dire que oui, bah, vos salariés c'est pareil, ils iront pas sur les réseaux sociaux, vous allez bloquer tout. Et de toute façon, ils sont là pour travailler à la base, hein, je crois. Donc voilà, ok? Sinon, bah, je peux vous raconter, on a eu des serveurs torrent qui tournaient sur certains serveurs sensibles du complexe militaro-industriel. On avait des serveurs FileZilla qui partageaient des jeux vidéo, des films entre les salariés. J'en ai profité aussi. Mais le jour où ça s'est su, croyez-moi, les supérieurs, ils étaient pas très contents. Ok? Puis en termes de faille, eh ben c'est une faille béante. Ok? Si vous hébergez un serveur FTP ou un serveur de newsgroup sur des serveurs sensibles de l'armée ou d'opérateurs d'importance vitale, ça peut vite se transformer en cauchemar. Ok? Mais c'est pour vous montrer que cette culture, tout le monde ne l'a pas, et même dans le monde bah, du complexe militaro-industriel, notamment. Je parle d'expérience passée. Donc, ce qui signifie que l'acronyme PIM-PAM est, si vous voulez gérer les privilèges d'accès au système, quelle méthodologie allez-vous vous servir? Donc, concrètement, si on repasse en français, PIM, c'est Privileged Identity Management. Le PAM, c'est quoi? C'est le Privilege Access Management. OK? Si on veut gérer au niveau des systèmes access, hein, bah, c'est du PAM. Et si c'est en termes de rôle de responsabilité, ça sera du PIM, comme vous l'avez compris. Alors, je vous disais, le besoin de savoir. Eh ben, ce besoin de savoir, aux États-Unis, ça a été inventé par la société Bell, hein, Bell Téléphone, hein, qui a quasiment plus d'un siècle, et qui a toujours travaillé avec le complexe militaro-industriel et le gouvernement américain, l'armée. Ok? Donc Bell, très tôt, hein, je crois que ça date des années 60, a mis en place ce qu'on appelle le modèle La ou Lapadula. Ok? Et c'est ce fameux besoin d'en savoir.
comme je vous disais, bah, c'est confidentiel, ok? Dave, il est tout en bas, confidentiel, bah, Dave, il peut pas voir ce que voit Alice, qui, elle, a un accès secret, ok? Alice ne peut pas voir ce qu'a Bob. Bob a accès à un niveau top secret. À l'inverse, Bob, qui a une habilitation top secret, peut voir tout ce que voit Alice, qui a une habilitation secret. Et Dave, qui a une habilitation confidentielle. Ok? Donc, on va voir tout ça. Donc, avant de discuter davantage des modèles de sécurité, rappelons les trois éléments de la triade SIA. Confidentialité, intégrité, disponibilité. Il faut que ça soit clair dans vos têtes et ils ont chacun leur importance. Donc en fonction du modèle de sécurité qui reste à définir dans toute entreprise, tout système ou élément de technologie stockant des informations est appelé quoi? Un système d'information. C'est pour ça que tout le temps je vous dis un système informatique, un système d'information. Ok? Et l'information, elle est stockée dans ce qu'on appelle des bases de données, et on a des clusters de bases de données qui forment quoi? Des silos. Les silos, comme des silos à grains dans l'agriculture, vont nous permettre de stocker la data, les datasets. Ok? On stocke ça dans des silos. Ok? On stocke l'information brute dans les silos. L'information est ensuite raffinée et mise en base de données. Ok? Donc il y a également, pas que dans le renseignement, un processus où on va raffiner l'information. On part d'une information brute et on arrive à une information qui a été sanitized, qui a été nettoyée. Ok? Je m'explique. Imaginons que vous avez vos commerciaux qui ont vu leurs prospects, leurs clients. Et dans la base de données en brut, eh ben, vous allez avoir de la redondance. Ok? Vous allez avoir des doublons. Vous allez avoir Madame Michu qui a été enregistrée deux fois avec deux numéros de téléphone, soit les mêmes, où il y a eu une erreur. Bref, à la fin, vous vous retrouvez avec une base de données qui est complètement pourrie. Parce que bah, vos commerciaux ont enregistré deux, trois, quatre fois la personne. Vous avez des éléments de redondance. Ok? Donc tous ces doublons, il faut les faire sauter. Il faut nettoyer votre base de données. Ça, c'est ce qu'on appelle les données brutes. On va les prendre en entrée et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a des données qui ont été traitées, nettoyées. Ok? On n'a qu'une seule personne qui a ce nom, ce prénom. On a à ce prénom, ce nom, qu'une personne qui habite à telle adresse. Hein, une personne ne peut pas avoir trois ou quatre adresses ou cinq ou six numéros de téléphone. Vous comprenez? Parce que le jour où vous avez besoin de contacter votre client ou récupérer en base de données des informations pertinentes, eh ben, il faut pas qu'il y ait deux numéros de téléphone qui sortent. Madame Michu, elle a qu'un numéro de téléphone. Éventuellement, elle peut en avoir deux. Mais il faut pas que un des deux numéros soit, comment dire, inutilisable. Hein. Toutes les informations que vous avez, justement, il faut leur donner du sens et de la valeur ajoutée. Ça va être de l'argent pour vous. OK? Puisque je vous ai dit, les données, l'information, c'est de l'or noir. Et quand vous avez besoin d'appeler quelqu'un, bah, vous avez intérêt qu'en base de données, vous ayez le bon numéro pour pouvoir le joindre. Sinon, vos informations ne servent à rien en entreprise. Elles vous feront perdre du temps. OK? Donc on a tout ce processus qu'il faut bien comprendre. Donc le modèle Bell Lapadula. Il est utilisé pour atteindre la confidentialité en fait. Hein. Donc ça comporte quelques hypothèses au niveau du modèle, telles que la structure hiérarchique d'une organisation dans laquelle il est utilisé. Les responsabilités et les rôles de chacun sont bien définis. C'est pour ça que ce modèle, en fait, on l'adapte constamment. On va pas travailler, comme je vous disais, dans une agence de voyage comme une société qui travaille pour le CAC 40, comme une société d'importance vitale qui travaille pour le complexe militaro-industriel ou pour l'armée. Vous comprenez bien. Ok? Donc on va adapter en fonction du niveau de menace, de risque, eh ben on va adapter le modèle. Donc le modèle fonctionne en accordant l'accès à des éléments de données qu'on appelle objets. Hein. Tout est objet sur la base du strict besoin de savoir, le fameux besoin de savoir. On y vient. Ce modèle utilise la règle pas d'écriture, pas de lecture. Je vais expliquer ça, ok? En fait, c'est ça. Hein. On dit no write down, no read up, ok? C'est euh, c'est ce qu'on utilise dans l'enseignement, en fait, hein. Américain même. Donc on l'a transposé, j'ai envie de dire. Donc, comment ça se passe? Quels sont les avantages? Eh ben, on a tout d'abord des stratégies de ce modèle qui peuvent être répliquées dans les hiérarchies d'organisation réelles et vice versa.
L'inconvénient, c'est que même si un utilisateur n'a peut-être pas accès à un objet, il connaîtra son existence, hein. Donc il n'est pas confidentiel à cet égard. Ensuite, c'est simple à mettre en œuvre et à comprendre, et ça marche parce que toutes les boîtes américaines l'utilisent, j'ai envie de vous dire. Et le modèle, même en France, hein, et le modèle repose sur une grande confiance au sein de l'organisation. Donc il y a toujours des avantages et des inconvénients dans n'importe quel modèle, hein, n'importe quelle technologie, n'importe quel protocole, n'importe quel langage de programmation. Tout est question d'équilibre, tout est question à la fois d'avantages et malheureusement d'inconvénients, hein. L'un ne va pas sans l'autre, en fait, hein. C'est comme quand vous vivez en couple, vous avez des avantages à vivre en couple, et vous avez également des inconvénients. Il faut faire avec. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, le modèle Bell Lapadula est populaire au sein des organisations telles que le gouvernement et l'armée. Comme je vous le disais, en effet, les membres des organisations sont présumés avoir déjà suivi un processus appelé vérification. Hein, si vous travaillez dans l'armée ou pour le complexe militaro-industriel, on va vous passer au crible, ok? On va faire une enquête de voisinage, c'est les services de renseignement qui vont le faire, ou les renseignements généraux, et on va s'intéresser à votre vie antérieure, aux infractions que vous avez faites, est-ce que vous avez fait de la prison, est-ce que vous avez un casier judiciaire qui est vierge, qui vous fréquentez, que font vos amis, que font vos parents, que font votre famille, avec qui vous couchez, qui vous voyez, est-ce que vous sortez? Est-ce que vous jouez au jeu? Est-ce que vous vous droguez? Est-ce que vous buvez? Donc voilà, plus vous allez travailler dans un secteur qui est poussé et qui est sensible pour l'État-nation, hein, pour la raison d'État, hein, c'est toujours la raison d'État qui prime, même en démocratie, et ben plus on va s'intéresser à vos petites fesses. Ok? Donc c'est le contrôle, c'est un processus de sélection et les antécédents des candidats sont examinés pour établir le risque qu'ils représentent pour l'organisation. Par conséquent, les candidats qui sont approuvés avec succès sont supposés être dignes de confiance, hein. C'est là où le modèle s'intègre. Si par contre votre modèle de recrutement, ben, il est pourri, vous allez faire confiance à des gens qui peuvent vous trahir, ok? Et qui vont faire de l'espionnage technologique, industriel, etc., etc. Donc là, on voit les limites. Ensuite, un autre modèle, le BIBA. Le modèle BIBA, c'est l'équivalent du Bell Lapadula, mais pour l'intégrité en fait de la triade CIA. Ce modèle s'applique aux objets donnés et aux sujets utilisateurs, qui peuvent être résumés, comme je vous le disais, pas d'écriture, pas de lecture, en tout cas vers le bas. Cette règle ne signifie pas que les sujets, les utilisateurs créent ou peuvent écrire du contenu sur les objets à leur niveau égal ou inférieur, mais ne peuvent lire. Alors, cette règle, pardon, j'y arrive, signifie que, voilà, soit vous avez le niveau d'habilitation, vous pouvez créer et écrire du contenu sur des objets par rapport à votre niveau d'habilitation, hein, égal ou inférieur, mais tout ce qui est au-dessus de vous, en termes hiérarchiques, en termes d'habilitation, contenu d'objets au-dessus du niveau du sujet, vous n'y aurez pas accès. Si on reprend, Dev peut accéder qu'à son niveau, Alice peut accéder au niveau de Dev et Bob peut accéder au niveau d'Alice et de Dev, hein. Mais Dev et Alice ne peuvent pas accéder au niveau de Bob. Ok? Donc, ce modèle est simple à mettre en œuvre. Il y aura de nombreux d'accès des objets et les choses peuvent facilement être négligées lors de l'application de contrôle de sécurité. Ok, typiquement dans les grosses boîtes, dans le secteur militaire, on a des DSI qui vont se charger justement de la gestion des accès et des objets. Ok, mais ça va du colis qui va rentrer dans l'infrastructure, livré par une personne de confiance, à la personne qui va venir récupérer nos sauvegardes. Ok, qui ont été mises sur bande, ok, et qui va les amener à un endroit pour les protéger notamment du fleu. Ça peut être quoi? Ça peut être bah, le stagiaire, hein, qui va venir passer 2 semaines dans le pôle et voir un petit peu notre travail. Ça va être bah, le salarié qui va se faire virer et qui peut-être a envie de se venger. Ok, donc on va contrôler tous les accès, les objets, les individus. Donc on résout les limites du modèle Bell Lapadula en abordant à la fois la confidentialité et l'intégrité des données, mais ça entraîne souvent des retards au sein d'une entreprise puisque c'est extrêmement complexe. Il va falloir tout planifier à l'avance et ça demande bah, une sacrée organisation, une logistique
et une traçabilité. Hein. Donc, par exemple, un médecin ne serait pas en mesure de lire les notes faites par une infirmière dans un hôpital avec ce modèle. Quelle est la différence? Eh ben, on a des couches, ok? Et là, bah, c'est un modèle inversé. Bob, il peut pas, mais Dave, elles vont pouvoir, ok? Donc, on voit que c'est le modèle inversé, en fait, hein. C'est exactement tout le contraire. Et on a nos trois couches. Ça reste identique, ok? Donc, le BIBA, c'est utilisé dans les organisations ou les situations où l'intégrité est plus importante que la confidentialité. Hein. Par exemple, dans le développement de logiciels, les développeurs peuvent n'avoir accès au code nécessaire à leur travail. Hein. Pas besoin d'accéder à des éléments d'information critiques tels que des bases de données. Donc, bah, on l'adapte hein, en fonction et des fois on peut faire un mix des deux. Donc, quel est le modèle qu'utilise la règle? Ne peut pas lire vers le haut, peut lire vers le bas. Eh ben, on l'a vu. C'est notre modèle Bella Padula. C'est ça qu'il veut. Je comprends pas, hein, parce que, alors, attendez, on va repasser en anglais parce que, si. Ça va, t'es content, t'arrêtes de m'emmerder. Donc, à l'inverse, on a quoi? On a le modèle Biba, hein, ok. Donc, si vous êtes militaire, qu'est-ce qu'on utilise? Eh ben, on utilisera plutôt le Lapadula. Ok. Et dans les ESN, les sociétés de services et tout ça, on utilisera le BIBA. Ok. Donc, voyons maintenant, je vous ai parlé de threat model, de threat intel. On va survoler ces principes. Ok. Ça, c'est vraiment très important. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a, je vous ai dit, il faut comprendre vos adversaires. Pour pouvoir comprendre vos adversaires, il faut déjà réfléchir au modèle de menace de votre infrastructure. Une fois que vous avez réfléchi au modèle de menace de votre infrastructure, pardon, ok, vous aurez une vision plus objective, en tout cas de sa surface d'attaque et des vecteurs d'attaque. Donc la modélisation des menaces, hein, c'est un processus d'examen, d'amélioration et de test des protocoles de sécurité en place dans l'infrastructure et les services de technologie de l'information d'une organisation. C'est une étape critique du processus de modélisation des menaces qui consiste à identifier les menaces probables auxquelles une application ou un système peut être confronté, les vulnérabilités auxquelles un système ou une application peut être vulnérable, pour le dire plus simplement. Donc le processus de modélisation des menaces, il est très similaire à une évaluation des risques effectuée sur un lieu de travail pour les employés ou les clients. Les principes reviennent à quoi? La préparation, l'identification, l'atténuation et la révision. Ok? Donc on parle de quoi? Bah, d'identification, hein, donc préparation, identification, hein, review, mitigation, preparation. Ok? Donc il s'agit toutefois d'un processus complexe qui nécessite un examen et une discussion constante avec une équipe qui est dédiée, hein, qui va faire un modèle de menace efficace, comprendre les renseignements hein, sur les menaces, identifier les acteurs hein, et les actifs de la société, comment on peut atténuer la menace, comment on peut l'endiguer, comment on peut peut-être combler des failles qui ont été découvertes et évaluer le risque. Qu'est-ce que ça nous coûte si jamais on se fait booter notre système d'information, notre serveur. Ok? Donc, on a des frameworks hein, qui sont encore une fois issus ou pas, soit des universités qui ont réfléchi là-dessus, soit du secteur militaire. On a notamment STRIDE, ok, qui veut dire Spoofing, Identity, Tampering, Repudiation, Information Disclosure
denial of service and elevation of privilege. Ok. Donc, usurpation de l'identité, modification des données, répulation des menaces. Hein, on va empêcher les leaks au niveau des informations, ce qu'on appelle des disclosures, empêcher le déni de service et l'élévation de privilèges. Ensuite, on a PASTA, ok. Donc PASTA, ouais, c'est traduit encore une fois comme de la merde. Comment ils le mettent en anglais? Voilà. Process for Attack Simulation and Threat Analysis. Donc, processus pour la simulation d'attaque et analyse de la menace. Pasta, les pâtes en italien. Ok, et en anglais aussi. Donc, ça permet de gérer, et petit jeu de mots, ah, l'infosec n'a jamais eu aussi bon goût. Ah, ils sont trop marrants. Donc voilà, à retenir Stride, Pasta, hein, et ça a été créé là, Stride en l'occurrence par deux chercheurs en sécurité de Microsoft, hein, et c'est toujours très pertinent aujourd'hui. Donc on va voir Stride, ces six grands principes. On a quoi? Je vous ai parlé spoofing. Spoofing, on parle d'usurpation, hein. On va tromper la personne, on va usurper l'identité. Mais on peut également usurper une technologie, un protocole. Ok? Du spoofing, vous pouvez en faire, il y en a. C'est toute une technique. On peut faire du max spoofing. Ok? Je vais usurper une personne, je vais usurper l'adresse MAC d'un équipement, d'un NIC, d'un network interface card. Ok? Donc, si on résume, le spoofing, c'est quoi? C'est ce principe qui vous oblige à vous authentifier, hein, via des demandes. On a également des ACL qui vont gérer qui peut accéder à quoi dans le système. Les utilisateurs peuvent pas faire n'importe quoi. Si par contre, moi, en tant que hacker, je peux usurper l'identité, et vous savez qu'en hacking, on le fait souvent, ça implique qu'une partie malveillante va pouvoir s'identifier en tant qu'une autre. Et là, quel est le problème? Bah, vous voyez bien, on revient où? On revient à la triade de la CIA. Qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit que il faut s'assurer que les données soient pas modifiées et il faut mettre en place, hein, des règles pour s'assurer que c'est bien Bobby qui se connecte en tant que Bobby et que c'est pas Robert, hein, qui va se connecter en tant que Bobby. Donc là, déjà, ce premier principe, si jamais il n'est pas respecté, eh ben notre triade elle s'effondre. Ok, notre triangle d'or, c'est fini. Il n'y a plus de confidentialité. Ok, donc gros problème déjà. C'est pour ça que c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'altération. Hein, altération, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'intégrité des données. Si je commence à altérer mes données, pareil, mon triangle d'or, CIA, s'effondre, ok? En fournissant des mesures anti-falsification à un système ou à une application, vous contribuez à assurer l'intégrité des données. Les données consultées doivent être intégrales et exactes, ok? Par exemple, bah, on a des scellés sur bah, des documents qui ont été archivés ou qui passent en justice ou même sur des produits alimentaires. Ok. Après, le principe de réputation. Donc ça, c'est vachement important aussi. C'est l'utilisation de services tels que la journalisation de l'activité pour un système, une application à suivre et même, j'ai envie de dire, des individus. Ok. On va suivre à la trace. Ok. La personne a besoin d'aller dans le centre de données, faire une sauvegarde d'un système ou relancer une baie serveur, eh ben, elle va être tracée. Ok, via son badge, elle va passer dans un portique et on va horodater à quelle heure est rentrée la personne, à quelle heure elle est sortie. Ok, et si son badge lui permet pas d'aller dans le centre de données, eh ben, elle pourra pas y aller. Ok, mais tout est tracé. Vous allez pointer le matin, vous pointez. Ok, vous avez un badge, on sait à quelle heure vous êtes arrivé, à quelle heure vous êtes parti à midi manger, et à quelle heure vous êtes revenu, et à quelle heure le soir vous rentrez chez vous. C'est le principe de réputation appliqué aux individus. Mais il le faut également au service, à la journalisation. C'est la société de contrôle total. Ok? Mais c'est important. C'est pour le bien de l'entreprise. Ok? Donc, la divulgation des informations. Ok? S'il y a des leaks, problème. Je vais perdre de l'argent et mon image de marque va être entachée. Donc, les applications ou les services qui gèrent les informations de plusieurs utilisateurs doivent être configurés de manière appropriée pour afficher uniquement les informations pertinentes pour le propriétaire. Le déni de service, j'ai pas envie qu'on fasse tomber en rideau, qu'on commence à foutre le bordel sur mes infrastructures. Donc c'est pareil, les applications et les services utilisent des ressources système, ces deux choses devraient avoir des mesures en place afin que l'abus de l'application ou du service
n'entraîne pas la chute de l'ensemble du système, ce qu'on appelle une mise en rideau. Ok? Élévation des privilèges, c'est le pire des scénarios pour une application ou un service. C'est ce qu'on recherche nous, hackers. Ok? Cela signifie qu'un utilisateur a pu faire remonter son autorisation à celle d'un niveau supérieur, un administrateur. Ce scénario conduit souvent à une exploitation plus poussée ou la divulgation d'informations. Donc une violation de la sécurité, c'est connu sous le nom d'un incident. Ils sont tous répertoriés, ok? Et on va avoir même des débriefings en fonction de l'incident, de la criticité de l'incident. Donc tous ces modèles de menaces rigoureux, les conceptions de systèmes sécurisés, eh ben, on a quand même des incidents qui se produisent. Je vous parlais d'impondérables dans mes précédentes vidéos. Les mesures prises pour résoudre et corriger la menace sont connues sous le nom de réponse aux incidents. RI en anglais, Response Incident. Incident Response, c'est à l'envers, pardon. Et ça constitue le cheminement de carrière complet dans le cadre de la cybersécurité. Quand vous allez travailler en blue teaming, vous allez faire de l'incident response. Ok? On a eu un incident. Qu'est-ce qui s'est passé? On va vous demander d'analyser le système d'information informatique et de comprendre ce qui s'est passé. Quel est le type de menace? Quels sont les acteurs en jeu? Comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y a des traces de compromission? Est-ce qu'on peut récupérer des artefacts? Est-ce qu'on peut relancer le système? Est-ce qu'il y a le principe de résilience, ok, qui est mis en place? Mais ça peut être autre chose qu'une cyberattaque. Si mon data center a brûlé, il y a eu le feu, comment je fais pour récupérer toutes mes données et relancer ma production? Ok? Il y a eu une inondation, ok? Comment je fais? Donc tout ça, il faut que ça soit pensé en amont. Sinon, le jour où vous avez des impondérables, il y a une météorite qui s'effondre sur votre entreprise, qui s'écrase, qu'est-ce que vous allez faire? Ok? Il y a une bombe nucléaire qui explose. J'exagère. Vous voyez où je veux en venir. Ok? Donc les incidents sont classés à l'aide d'une cote d'urgence et d'impact. On fera toujours, c'est l'impact et l'urgence. C'est ça les plus importants. L'urgence, elle est déterminée par le type d'attaque subie, l'endroit où l'impact sera déterminé, lui, par le système qui est affecté, en fait. Hein, et l'impact, ça aura des conséquences sur les opérations commerciales. Ok? Vous allez perdre de l'argent, puisque votre secteur d'activité, vous ne pouvez plus travailler si jamais la plupart de vos serveurs sont déficients ou sont carrément foutus en l'air. Ok? Donc, on va faire des niveaux d'impact et d'urgence. Un incident est traité par un groupe d'employés ayant des connaissances techniques sur les systèmes et l'incident en cours. Pour résoudre avec succès un incident, ces étapes sont souvent appelées les 6 phases de réponse aux incidents. Alors, il y a quoi? Il y a la préparation. Est-ce qu'on a les ressources et les plans en place pour faire face à l'incident de sécurité? On a l'identification. La menace et l'acteur de la menace ont-ils correctement été identifiés pour que nous puissions y répondre? Le confinement, la menace ou l'incident de sécurité peut-il être contenu pour éviter que d'autres systèmes ou d'autres utilisateurs ne soient impactés? L'éradication, comment on va supprimer la menace active? La récupération, la résilience, effectuer un examen complet des systèmes touchés pour reprendre des activités habituelles et normales. Hein, et les leçons apprises. Qu'est-ce qu'on va apprendre de cet incident, hein? C'est-à-dire, si c'est un email de phishing, il va falloir former les employés pour qu'ils détectent les attaques par ingénierie sociale. Ok?